Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo d'exposition courte en 10 minutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une visite rapide de l'exposition Le Trésor de Notre-Dame de Paris, des origines à Viollet-le-Duc au musée du Louvre. Je sais que l'exposition est quasiment finie, mais bon, je vous en fais profiter quand même. De toute façon, c'est une thématique qui est toujours totalement d'actualité, vu que nous sommes en plein dans la dernière phase de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et de ce fait, le Louvre nous propose une petite déambulation parmi les trésors de la plus célèbre cathédrale de France. Petite balade donc à travers son histoire millénaire, de ses origines au Moyen-Âge jusqu'à sa renaissance au XIXe siècle, avec cet apogée avec Viollet-le-Duc sous le Second Empire. Donc la visite, elle est chronologique, je le précise, et on démarre tout de suite avec les premières traces que l'on trouve au milieu du IIIe siècle, qui sont en fait la fondation du premier évêché de Paris, donc reflet du développement du christianisme de la capitale, du coup de son époque. Ensuite, on passe au VIe siècle avec les premières traces du trésor, qui ne cessera ensuite de s'accroître. On sait également que la dédicace spécifique à la Vierge, d'où le Notre-Dame en fait, s'impose au IXe siècle. Toujours au IXe siècle, le trésor commence à bien s'accroître avec par exemple l'ajout de prestigieuses reliques qui y sont transférées pour échapper aux invasions normandes. Ces ajouts permettent alors à la cathédrale de rivaliser avec les prestigieuses abbayes de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, c'est la guerre au prestige chez les religieux, c'est vraiment, on va dire que c'est des combats vous savez de quoi je veux dire, donc je ne vais pas le dire. Notez ensuite qu'on passe en 1100 avec un ajout important qui est le fragment de la vraie croix, relique de la Passion du Christ, qui rejoint le trésor envoyé directement de Jérusalem par le chanoine Anceau, prêtre et chantre du Saint-Sépulcre. Ouais, ça claque quand même, on va pas dire que là, niveau prestige, Notre-Dame, elle prend du grade. On sait également que presque à la même époque, vers 1160, Maurice de Sully, donc architecte, entreprend la construction de la nouvelle cathédrale et qu'à partir du XIIIe siècle, il y a un bâtiment qui communique directement avec le cœur de la cathédrale et qui abrite le fameux trésor. D'ailleurs, en parlant de ça, avant le IIIe siècle, on trouve pas trop de traces de ce qui y a été, mais il est possible qu'il y ait déjà eu un lieu de culte. Là-dessus, voilà, c'est juste qu'on n'a pas les traces, donc on va pas s'aventurer là-dessus. On continue. Donc malheureusement, ce trésor, il va disparaître au fur et à mesure du temps dans les siècles suivants, dû à divers événements historiques que je ne nomme pas parce que sinon ma vidéo va durer 150 millions d'années, et puis là le but c'est de vous présenter les objets, une petite chronologie rapide. Donc il restera tout de même dans ce fameux trésor quelques livres enluminés, un vase antique en agate sculpté offert par la reine Isabeau de Bavière en 1425 et qui finira plus tard chez le peintre Pierre-Paul Rubens. Comme quoi, parfois quand on a du pognon et de la reconnaissance, on ne se prive de rien, on aurait tort. Ensuite, plus sérieusement, les premiers inventaires conservés qui datent de 1343 nous permettent en fait de prendre connaissance plus précisément du trésor. Donc on y apprend notamment, sans surprise, que les donateurs sont avant tout des membres puissants de la famille royale, mais aussi des figures importantes du monde religieux, qui expriment tous ainsi leur reconnaissance envers la cathédrale, et puis surtout qui est à leur prestige, parce qu'il faut pas être complètement dupe et complètement con. On continue direction le XVIe siècle. Donc c'est une période faste pour le trésor de Notre-Dame. Il y a énormément de commandes qui sont passées, de commandes luxueuses évidemment, comme le fameux bâton cantoral qui a été dessiné par Rosso Fiorentino, qui est un des premiers artistes italiens appelés en France par François Ier. Et donc ce bâton, il sera ensuite réalisé par l'orfèvre Massé Bego en argent doré en 1538. Imaginez un peu la thune que ça représente. Malheureusement, la seconde moitié du XVIe siècle, elle est totalement pourrie par les guerres de religion, qui ruinera en grande partie la France, et donc le trésor. Au revoir le faste, celui-ci il est fondu pour soutenir l'effort de guerre, et bisous les beaux objets. Mais ensuite, petit revirement au XVIIe siècle, l'échevêché monte en puissance, notamment grâce au vœu pieux de Louis XIII de consacrer la France à la Vierge, étant donné que la cathédrale Notre-Dame est sous le signe de la Vierge, tout de suite elle prend de l'importance.
L'occasion est donc parfaite pour le trésor de s'enrichir, notamment d'une nouvelle tenture dite de la vie de la Vierge, qui est exécutée entre 1645 et 1657, notamment d'après des cartons du peintre Philippe de Champaigne, de Jacques Stella et de Charles Poirson. Celles-ci sont donc exposées dans le chœur pour les grandes fêtes, mais elles finiront vendues en 1739 à la cathédrale de Strasbourg, où elles y sont toujours actuellement. À la fin du règne de Louis XIV, qui devient de plus en plus dévot en vieillissant après sa vie... il y a quand même une vie un peu dissolue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les puissants s'éclatent et les grouillots peuvent fermer leur gueule, c'est toujours la même chose actuellement, donc rien ne change, c'est formidable. Vous pouvez être un débauché total, tant que vous avez du pognon et du pouvoir, vous vous en sortirez. Par contre, je peux plus croire que si t'es personne, t'as pas intérêt de faire ça. Mais bon, on revient donc à Louis XIV, qui donc est devenu de plus en plus dévot en vieillissant, notamment dû au contact de sa dernière épouse secrète, Madame de Maintenon, qui était une grosse dévote. Et donc, puisqu'on retourne sur le chœur de Notre-Dame et son trésor, eh bien, le chœur de Notre-Dame, il sera entièrement remanié, puis il sera bien enrichi, en tout cas le trésor sera enrichi avec de grandes pièces monumentales d'orfèvrerie, et vraiment des créations des meilleurs orfèvres du temps. C'est donc le retour encore du faste pour le trésor de la cathédrale Notre-Dame. On arrive ensuite à la Révolution française, qui est une époque de destruction du patrimoine. Vraiment, le patrimoine a pris très très cher. Le trésor donc de Notre-Dame, il sera anéanti pendant cette période, qui est une période vraiment sombre pour les œuvres d'art, d'autant plus quand celle-ci représente le pouvoir royal ou la religion. Donc la nationalisation des biens du clergé ensuite arrive en novembre 1789, et suite à cela, les objets dits inutiles au culte sont confisqués et fondus en mars 1791. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit inutile au culte, c'est tout ce qui est culte, en fait, ça dégage. Voilà, au revoir les dorures et autres compagnies. Donc, adieu aux objets du culte du trésor de Notre-Dame, qui disparaîtront entièrement en l'espace d'une seule nuit, en août 1792. Voilà, comment dire, pour moi c'est du même niveau que les gogols là, qui font des soi-disant des actions pour attirer notre attention en vandalisant des œuvres d'art pour faire passer un message. C'est lamentable, ça n'engage que moi mais c'est lamentable. Donc ensuite il faudra attendre 1802 pour que le culte catholique à Notre-Dame soit de nouveau autorisé. Il faut alors à ce moment-là pourvoir aux destructions et aux disparitions des objets liturgiques et de tout ce qui touche à l'ornementation de la cathédrale. Et bilan, en fait, il faut ressortir de la thune pour tout refaire. Voilà, c'est formidable, vraiment, la débilité à l'état pur, bref. En 1804, donc, le sacre de Napoléon sera une occasion inespérée pour Notre-Dame de récupérer les reliques de la Passion acquises par Saint-Louis entre 1239 et 1242, notamment la fameuse couronne d'épines provenant du trésor de la Sainte-Chapelle. Et puis, en 1828, de nouvelles répliques s'ajoutent au trésor, avec la vraie croix de la princesse Palatine et un Saint-Cloud provenant de Saint-Germain-des-Prés. C'est également le trésor de Notre-Dame qui est choisi ensuite pour récupérer les honneurs de l'empereur. Alors les honneurs de l'empereur, ce sont la main de justice, le sceptre, la couronne, le collier de la Légion d'honneur et l'épée qui est portée pendant le sacre de l'empereur en fait. On note que avant pour les rois, c'était récupéré par la basilique cathédrale de Saint-Denis en fait, qui avait cet honneur, et que sous Napoléon, on décide de changer et on passe donc à Notre-Dame de Paris. Alors là maintenant on attaque ma partie favorite, je pense que vous commencez à connaître ma passion pour le 19e siècle pour ceux qui suivent ma chaîne. Également précision, je pense que vous l'aurez compris avec la partie précédente, il y a une volonté depuis 1802 de reconstituer le trésor de Notre-Dame. Cette volonté, elle profitera bien sous la restauration de 1814-1830, avec un retour à la très étroite union entre pouvoir royal et Église catholique, qui étaient des choses qui s'étaient évidemment fortement amenuisées depuis la Révolution française. On va quand même dire que c'est quand même toujours très dangereux quand il y a un lien très étroit entre pouvoir et puis pouvoir religieux, mais enfin bon, c'est pas le sujet, donc c'est pas grave. Donc, Louis XVIII, il rétablit dès 1814 les processions du vœu de Louis XIII,
Il en profite pour commander une grande vierge en argent à l'orfèvre Jean-Baptiste Audiot. Elle sera d'ailleurs finalement offerte par Charles X en 1826, mais peu importe. Et cependant, notez que malgré tous ces efforts, eh bien, le trésor de Notre-Dame, il va subir à nouveau d'importantes destructions lors de la Révolution de juillet 1830, puis lors de l'insurrection de février 1831. Arrive enfin 1843 et grâce à un concours lancé pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame qui en a bien besoin, eh bien vous avez donc deux personnes qui sont lauréats de ce concours, donc Jean-Baptiste Lassus et puis surtout l'immense Eugène Viollet-le-Duc, qui seront donc chargés de cette rénovation de la cathédrale. Donc, reconstruction de la sacristie, parce que le bâtiment néoclassique de Jacques-Germain Soufflot a été endommagé par les émeutes, et puis que de toute façon, il ne donnait déjà plus satisfaction. Et puis, encore une fois, les travaux avancent. Bref, le trésor, il ne retrouve finalement sa place qu'en 1854, dans le nouveau bâtiment de style néo-gothique. Oui, parce qu'on n'oublie pas, je vais vous publier une vidéo là-dessus de toute façon, mais en fait, le 19e siècle, c'est pas du gothique, c'est pas du médiéval pur, hein, c'est du gothique et du médiéval revisité, d'où le terme néo-gothique, ou le terme médiéval Moyen-Âge revisité, je vous en ai parlé dans Gustave Moreau, mais je refais un épisode plus précis dessus plus tard. Donc on n'est pas forcément dans quelque chose de purement fidèle. Y a des ajouts, il y a des variantes, voilà, on n'est pas dans une reproduction pile poil à l'identique. Et justement, puisqu'on parle de Viollet-le-Duc, cette star des architectes du 19e siècle et du gothique revisité, eh bien sachez qu'il sera ensuite chargé de dessiner également le nouveau mobilier liturgique et les reliquaires dans le respect du style de ce nouvel écrin. Notre-Dame profitera donc d'un grand renouveau sous le Second Empire. L'exposition d'ailleurs présente vraiment très très bien ce florilège, c'est vraiment un florilège de cet ensemble absolument unique de trésors néo-gothiques. Et puis, c'est sous ces auspices des merveilles de Viollet-le-Duc que s'achève cette visite. Du coup, mes lapins, ma vidéo s'achève là. J'ai essayé de faire court et concis parce que je ne vais pas vous faire que des vidéos extrêmement longues. Je sais que ça ne convient pas à tous. J'espère pour autant que vous en aurez pris plein les mirettes. J'ai bien aimé refaire ce format un peu raccourci. Je sais que je vous saoule beaucoup là sur ma chaîne avec le 19e siècle et ce fameux Moyen-Âge revisité. Et bon, c'est une thématique très forte en ce moment dans les musées, donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est une thématique que j'adore, donc j'adore vous saouler avec aussi. Merci pour ceux qui like, qui commentent, qui partagent. D'ailleurs, ceux qui commentent, je réponds toujours aux commentaires, donc n'hésitez pas à papoter avec moi. N'hésitez pas à partager parce que c'est ce qui fait un tout petit peu vivre ma chaîne. Et puis merci pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour la suite.